Bienvenue sur les antennes de Radio Territoria et Bâti Radio. Ravi de vous retrouver, ravi de vous faire vivre cette 5e date de la tournée Renault Tour dans le cadre du forum Renault Days qui, pour rappel, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. C'est à noter sur vos agendas. Ce sera à Paris, porte de Versailles. Nous sommes aujourd'hui à Lyon, au cœur du quartier Lyon-Confluence. Nous sommes à la Sucrière, un ancien entrepôt des années 20, ancienne usine à sucre qui a été entièrement réhabilitée, devenue un lieu culturel incontournable, accueillant notamment la Biennale d'art contemporain, des concerts, mais aussi des salons, des expositions d'art ou encore des défilés de mode. Voilà pour le cadre dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui et pour évoquer le contexte, les enjeux locaux, la réglementation en matière de rénovation énergétique. Dans un instant, je vais vous présenter les deux invités qui sont autour de moi, mais juste avant, peut-être quelques chiffres. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la stratégie nationale bas carbone fixe l'objectif de 370 000 rénovations énergétiques par an d'ici 2030, puis 700 000 par an jusqu'en 2050 pour généraliser les bâtiments basse consommation. Or, il est important ce chiffre. En 2022, seuls 66 000 logements ont été rénovés efficacement. À Lyon, environ 10% des ménages, soit plus de 65 000 foyers, sont concernés par la précarité énergétique. Cela reste dans la moyenne des autres grandes métropoles françaises. C'est supérieur aux agglomérations de Montpellier, Toulouse et Paris, mais inférieur à celles de Nice et Strasbourg ou Rouen. Ce taux est de 14%, sinon au niveau national. Alors, quels sont les leviers pour accélérer la rénovation énergétique à grande échelle? Eh bien, cette question, je la pose à mes invités. Marjolaine Meunier-Millefert, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne députée, vous avez porté plusieurs rapports parlementaires autour de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Alliance HQE-GBC. Vous avez donc à la fois ce qu'on peut dire une vision triple, politique, stratégique et opérationnelle de ces enjeux. Donc, merci d'être présente avec nous. Merci. Philippe Guelpa-Bonaro, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le vice-président de la métropole en charge du climat, de l'énergie, réseau de chaleur et production du froid. C'est bien cela. Merci encore à tous les deux. C'est une table ronde qui se déroule en public et d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir. Merci à vous, merci de votre attention qui est importante puisque tout à l'heure vous pourrez effectivement à l'issue de cette table ronde directement interpeller nos invités en posant vos questions. On va commencer peut-être cette table ronde avec la question centrale finalement. Comment accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Je vous pose la question en premier. Alors, peut-être un des points, je trouve qu'il faut redire, c'est pourquoi on le fait. Parce que quand on se donne les chiffres qu'on vient de se donner là, et qu'en plus, en réalité, on a sous-estimé, quand on les met dans la loi, on se dit que c'est des chiffres raisonnables, mais la réalité, c'est que la totalité du parc bâti français, d'ici à 2050, doit atteindre un niveau BBC en moyenne. Donc, basse consommation en moyenne, ça veut dire les A ou B dans les étiquettes énergétiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on se dit qu'il va falloir traiter les passoires thermiques, on sait que c'est les premiers pas de l'escalier, mais qu'il va falloir monter l'escalier jusqu'au bout et jusqu'à 2050. Donc, c'est vraiment à la fois un sprint et un marathon qu'il faut jouer. Donc, c'est un job hyper important. Et quand on met en face ces chiffres-là, en face des gens, en général, les gens, ils disent non, mais alors, en fait, on n'y arrivera jamais. Et là, ils quittent la salle et ils se disent bon, bah, on va rentrer chez nous, on plie les gaules et puis tant pis, on n'y arrivera pas. Et en fait, il faut vraiment comprendre pourquoi on le fait et pourquoi c'est absolument indispensable de le faire et qu'on ne peut pas se planter. C'est qu'en fait, on ne sait pas boucler notre équation énergétique française si on ne fait pas ce job. Si on n'arrive pas à effondrer les consommations énergétiques des bâtiments, tout simplement, on n'arrive pas à boucler notre équation énergétique. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Et comme on est quand même un pays dans lequel on a envie d'avoir de l'énergie de manière continue, disponible, fiable, etc., ben, en fait, cet escalier-là, il va falloir le grimper et donc du coup on peut pas le débrayer et on doit du coup avoir cette planification d'ici à 2050 qui soit vraiment présente dans nos têtes et qu'on se dise que c'est pas un truc négociable pour des questions environnementales, mais pas que, aussi pour des questions énergétiques. Et je reviendrai dans un instant avec vous justement sur cette notion calendaire avec les dates à respecter. Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole en charge du climat et de l'énergie, réseau de chaleur et production du froid. Même question finalement de votre côté. Si je vous la pose cette question, c'est quoi votre avis? Comment est-ce qu'on accélère la rénovation énergétique d'ampleur? La rénovation énergétique d'ampleur, justement, pour accélérer là-dessus, il faut peut-être ralentir sur la rénovation énergétique pas vraiment performante, et notamment les monogestes ou notamment des matériaux
dont on sait qu'ils vont pouvoir améliorer partiellement l'efficacité énergétique d'un bâtiment en hiver, mais qui va transformer l'appartement en fournaise l'été. Il y a certains matériaux qui ont cette capacité, il y a d'autres matériaux, comme le biosourcé, qui ont une capacité d'améliorer le confort thermique d'hiver et aussi le confort thermique d'été. Et donc, c'est ce qui est poussé par la métropole de Lyon depuis 2015 maintenant. Donc, ça ne date pas que de la majorité, enfin de l'exécutif actuel. C'est quelque chose qui a été mis en place par nos prédécesseurs et notamment Béatrice Vessillier, qui est actuellement vice-présidente à l'urbanisme et qui était vice-présidente sur les enjeux de rénovation énergétique, avec l'enjeu d'Ecorénov d'avoir un accompagnement humain déjà pour accompagner les bailleurs sociaux, les copropriétaires, les propriétaires de maisons individuelles. Un accompagnement humain pour qu'ils s'y retrouvent, parce que c'est quand même pas simple. Donc pour partir sur un projet de rénovation BBC d'ampleur, il faut être aussi accompagné. Et puis avoir un soutien financier qui va encourager fortement, voire obliger à de la rénovation globale BBC avec des sauts de classe d'au moins 3 niveaux pour atteindre le plus rapidement possible nos objectifs de 2050. Et ça, on a besoin... la métropole de Lyon fait déjà beaucoup, bon, et ça a été dit en introduction. La ville de Lyon a mis aussi en place un dispositif, notamment pour le bâti ancien patrimonial. La ville de Villeurbanne fait la même chose. Et on a besoin que, au niveau de l'État, on ait une direction vers ces rénovations BBC ou au moins des rénovations globales. Et parfois, surtout ces dernières années, avec des changements de gouvernement, on a pu s'apercevoir qu'il y avait des changements de doctrine qui ont créé du flou, créé de l'incertitude, qui engorgent les espaces Conseil France Rénov aussi avec des questions et qui sont légitimes. Et nous, au niveau des collectivités et du territoire, on ne sait pas forcément trop comment y répondre. On donne des indications de ce qui est en cours actuellement sur le territoire en termes d'aide, mais sur l'avenir, c'est compliqué de prévoir quelles seront les politiques publiques de rénovation énergétique de l'habitat en 2028, alors qu'on est déjà en 2025. Et on reviendra tout à l'heure sur Ecorénov, le dispositif avec, je crois, 32 000 logements qui ont été rénovés depuis son lancement en 2015, c'est ça ? Exactement. Ok, on en reparle tout à l'heure. Marjolaine, vous plaidez, vous le disiez tout à l'heure, pour justement ne pas repousser les calendriers 2030-2050, mais on n'est clairement pas là en bonne voie pour atteindre les objectifs. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour garder ces dates intactes et essayer d'avancer le mieux possible ? Je crois que typiquement ce qui se passe là, mais ce qui a lieu un peu partout, de se rapprocher du terrain et des réalités de faire en fait de chaque territoire, c'est une des clés de la réussite de la tenue de ce calendrier. C'est que ça a été dit, on doit aller de plus en plus vers les rénovations globales et on a aujourd'hui un marché qui est davantage organisé pour les rénovations par geste. Et donc du coup, ça on peut pas le décréter en claquant des doigts en disant à partir de maintenant, demain, vous serez tous en rénovation globale. Il faut mettre en place une structuration qui va avec, il faut l'accompagner, il faut y aller progressivement. Et effectivement, c'est un des points qui est difficile, c'est de trouver le bon niveau d'ajustement entre la pression qui va vers la rénovation globale, donc le fait de petit à petit orienter les politiques publiques vers ça, et en même temps de ne pas le faire trop vite au point de crisper la machine et de faire des blocages qui après font les stop and go qui ont été effectivement dénoncés par monsieur le vice-président, à juste titre. Aujourd'hui, on a besoin de lisibilité, de stabilité de ces politiques publiques, mais on sait bien aussi qu'on n'a pas trouvé encore complètement les mécanismes d'ajustement. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a, c'est qu'en 2017, quand on m'avait confié le rapport, les premières dynamiques autour de la rénovation énergétique, on m'a demandé d'animer la feuille de route. La rénovation globale, c'était un truc lunaire, personne n'y croyait. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la rénovation globale, c'est le sens de l'histoire. Par contre, on se demande comment on va y arriver. Donc déjà, on a fait un progrès massif, c'est qu'il n'y a plus personne qui lutte contre le principe de la rénovation globale. Donc ça, c'est déjà un progrès majeur. Là, aujourd'hui, l'articulation, elle est comment on fait pour mettre en face les gens, les structures, les organisations, les financements, les mécanismes qui vont favoriser ça et qui vont le favoriser de manière structurée et pérenne pour que ça tienne dans la durée. Et que ça ne décourage pas les acteurs aussi, surtout. Absolument. Et puis, on voit bien en plus que les sujets changent parce que quand, pareil, en 2017, le grand slogan, c'était de dire une personne sur 20 a froid chez elle en hiver dans sa passoire thermique. Aujourd'hui, on parle des bouilloires thermiques, on parle des problématiques estivales qui n'étaient pas de la même façon dans le scope il y a quelques temps en arrière. Ça, c'est un deuxième levier extrêmement important, je trouve, de l'engagement pour la rénovation énergétique. C'est qu'en fait, c'est bon pour les habitants, c'est bon pour leur pouvoir d'achat, c'est bon pour leur santé. En fait, la rénovation énergétique, ça a bon sur tous les fronts. Donc, du coup, il faut pas se priver. Il faut qu'on arrive à montrer et à mettre l'élan là-dessus que, grâce aux enjeux de rénovation,
grâce aux artisans et aux acteurs de la rénovation, les gens vivent mieux chez eux. Et ça, c'est un message, je pense, qui peut être quand même une manière d'embrayer les gens avec enthousiasme. Ben oui, parce qu'à la base, c'est aussi pour le bien-être des gens. En fait, sans ça, le meilleur bâtiment, s'il n'y a pas quelqu'un dedans, en fait, il n'a pas tellement d'intérêt, finalement. Oui. Donc, le principe, c'est ça, c'est que les gens soient dans les bâtiments, bien à l'intérieur, tout au long de l'année, et qu'effectivement, ça ne leur coûte pas une fortune non plus de se chauffer ou de se rafraîchir, donc d'avoir les bâtiments les plus performants possibles, qui du coup coûtent aussi moins en entretien, parce qu'on les a fait bien du premier coup, plutôt que de se retrouver avec des rafistolages pas terribles, etc. Et ça, en fait, quand on commence à arriver à l'argumenter, on va de plus en plus vers des rénovations globales qui sont performantes et un peu moins sur ce côté de petits gestes, etc., etc. Maintenant, il ne faut pas cracher sur les petits gestes parce que souvent, c'est par la porte d'entrée vers laquelle on embraye la dimension. Donc, tout ce débat de l'un ou de l'autre, comment le geste dont on sait que ça ne va pas être la fin de l'histoire peut embarquer la totalité de la rénovation, c'est tout l'enjeu de cette négociation qu'il y a entre les objectifs et puis le marché tel qu'il est organisé aujourd'hui. Oui, il faut trouver un bon équilibre. Sur la question du financement, parce qu'on l'a abordé ensemble au moment de préparer cette table ronde, vous parlez d'un passage de l'obligation de moyens à une obligation de résultats. Justement, comment est-ce que ça peut transformer concrètement les pratiques dans les territoires pour arriver à ce type de point de vue ? Alors, on n'y est pas encore. Hein. Aujourd'hui, on finance encore beaucoup plus l'obligation de moyens que l'obligation de résultats. On va vérifier que les travaux ont bien été faits, ça c'est sûr. Mais par contre, aujourd'hui, on n'est pas encore à mesurer la performance énergétique finale. Par exemple, de dire, est-ce qu'à la fin de ma rénovation, j'ai bien atteint le BBC, etc. Ça, on n'a pas encore ce type de mécanisme. Ça existe dans d'autres pays. Et en fait, dans un moment où les fonds publics et les fonds tout court deviennent difficiles à mobiliser pour tout le monde, évidemment, chaque euro investi doit taper juste. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir des systèmes qui sont... on vous fait la promesse et on vous garantit pas le résultat. Donc du coup, évidemment, petit à petit, toutes les politiques publiques vont aller de plus en plus... Ça, il faut s'y préparer. De plus en plus, ça va aller sur des résultats mesurés et de moins en moins sur des obligations de moyens. Philippe Guelpa-Bonaro, plus de 32 000 logements, c'est ça, rénovés depuis 2015 dans le cadre d'Éco-Rénov'. Qu'est-ce qu'il faudrait... peut-être, je sais pas moi, renforcer pour peut-être franchir un nouveau cap, même si ça reste un chiffre important. On est clairement sur une dynamique ascendante, ou en tout cas on a atteint là, on va dire, en 2025, un plateau relativement haut qui nous, notamment sur les maisons individuelles, on est vraiment en pleine cohérence avec le schéma directeur des énergies voté en 2019. Sur les copros, c'est un peu moins évident. Sur les copros, on sait aussi que ça prend plus de temps pour se mettre d'accord en AG de copropriétaires sur les projets. Ce dont on a besoin, à mon avis, et c'est ce qu'on observe sur le territoire de la métropole de Lyon, c'est à deux niveaux. Encore une fois, je le redis, le rôle de Éco-Rénov' et de l'ALEC, qui met en œuvre Éco-Rénov' sur le territoire de la métropole de Lyon. L'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, c'est donc avoir un accompagnement humain sur les différentes phases de travaux, enfin les différentes phases de réflexion puis de travaux. Et l'ALEC a aussi à cœur justement d'aller essayer d'identifier si les travaux ont été efficaces une fois que les travaux ont été livrés. Donc ça, c'est quelque chose que la métropole de Lyon demande aussi, non pas de vérifier, de checker, mais au moins de s'assurer que les dispositifs prévus sont les bons. Mais surtout, on voit actuellement un problème qui sont des délais d'instruction au niveau de l'Agence nationale de l'habitat pour les aides MaPrimeRénov', qui s'allongent, qui dépassent désormais les 9 mois. Et quand on a une validation par l'ANA d'un dossier MaPrimeRénov', en fait, le devis qui a été fait 9 mois avant, il est plus bon, il est plus à jour. Oui, il est obsolète. Donc, l'artisan va refaire le devis, donc on doit repasser en AG de copropriété, et on repart pour 1 ou 2 ans de délai. Et en fait, c'est ce genre de choses qui est un peu absurde, en fait, qui ralentit les projets. Et c'est là où l'État, par son acteur opérationnel, l'ANA, a besoin de déjà plus mettre de moyens au niveau de l'ANA pour que les délais soient raccourcis et qu'on puisse aller sur des projets qui se font dans des délais raisonnables. Et encore une fois, je parle beaucoup de l'ANA, mais c'est quand même l'acteur principal, notamment pour la rénovation de l'habitat en France. Jusqu'à présent, donnait environ 1,5 million d'euros à la métropole pour la mise en place de l'espace Conseil France Rénov', l'accompagnement avec MaPrimeRénov' et tout un tas d'actions de sensibilisation. En 2025, avec les nouveaux pactes territoriaux,
L'ANA réduit de moitié la dotation à la métropole de Lyon et demande à la métropole et à l'ALEC de faire plus. On ne sait pas faire. Et comme l'État demande en plus beaucoup d'efforts et 60 millions d'euros à la métropole de Lyon sur l'ensemble de son budget, on ne peut pas faire plus, mais en plus on doit faire moins auprès de l'ALEC et auprès de la rénovation énergétique de l'habitat. Donc simplement mettre des moyens, assumer qu'il y a un besoin d'accompagnement humain, peut-être mettre moins de moyens financiers sur de la subvention d'investissement, mais plus de moyens sur de l'accompagnement, parce que je pense que les citoyens sont prêts. Ils ont eu le Covid pour réfléchir, et ils ont eu la crise énergétique pour les convaincre qu'il fallait peut-être rénover, pour leur confort, pour leur pouvoir d'achat et pour la valeur immobilière de leurs biens. Allons-y, je pense que les gens vraiment demandent que ça. Vous ne pouvez pas vous substituer à l'État, on a bien compris. Pour autant, qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire de plus que ce que vous ne faisiez jusqu'à présent ? C'est ce que je disais tout à l'heure, on va déjà réajuster un certain nombre de choses dans le règlement Éco-Rénov', un réajustement technique, parce qu'on continuait par exemple à financer du polystyrène, alors que maintenant c'est plus le matériau, on va dire, référence de base, c'est plutôt la laine de roche. Nous, on va donc arrêter de financer le polystyrène et on va plutôt réorienter vers le biosourcé, parce que il y a l'enjeu déjà circularité et environnemental qui est évidemment là. Et puis, il y a l'enjeu d'adaptation au changement climatique, où on sait que certains matériaux, je parlais de la laine de bois, mais il y a d'autres sujets en termes de rénovation, où on peut avoir quelque chose qui est au moins aussi bon en termes de confort d'hiver et meilleur en termes de confort d'été. Et c'est là où on est en train de réfléchir à une petite adaptation du règlement pour coller à cet enjeu. Parce que voilà, les dernières grosses canicules, c'était 2023. En 2024, on y a un petit peu échappé. Mais je ne doute pas que certains étés à venir vont être insupportables. Et l'enjeu de dignité du logement, je ne parle même pas de confort en fait, je parle de dignité du logement. Quand on dépasse les 30 degrés dans un logement, ce n'est plus un logement digne. De la même façon que quand on est en dessous de 15 degrés l'hiver, ce n'est pas un logement digne. Et donc, on a collectivement un effort à faire là-dessus. Et pour le coup, la métropole de Lyon faisait déjà un certain nombre de choses sur ce volet-là. Mais je pense qu'il y a une petite marge encore à aller chercher pour améliorer les choses et mettre en cohérence un Éco-Rénov' 4 saisons qui soit encore plus efficient. Alors moi, j'ai entendu dire que le territoire, ici, Rhône-Alpes, c'était là où il faisait de plus en plus chaud chaque année. C'est l'agglomération Lyon qui se réchauffe le plus vite en France. D'accord. Donc effectivement, il y a de vrais enjeux, évidemment. Doubler la part des énergies renouvelables d'ici à 2030, c'est possible, c'est faisable, c'est atteignable? Oui, parce qu'effectivement, on parle de beaucoup de rénovation, de baisse des consommations d'énergie et c'est nécessaire. Et évidemment, il y a la décarbonation du chauffage, le chauffage qui représente encore 45% de nos besoins en énergie, tant sur la métropole de Lyon qu'en France. Donc on parle souvent de photovoltaïque ou d'éolienne quand on parle d'énergie renouvelable, mais il y a d'autres leviers, et notamment la chaleur renouvelable. Donc c'est pour ça qu'on vise à multiplier par 2,5 voire 3 d'ici 2030 les réseaux de chauffage urbain, le nombre de raccordements au réseau de chauffage urbain, dont le mix énergétique passera de 60% en 2020 à 75% en 2030. Et donc on est en train de multiplier, on densifie nos réseaux existants, on les étend aussi, on les étend sur Saint-Priest, sur Caluire, sur Saint-Fond, sur Bron, et puis on en crée des nouveaux. On en a lancé un 100% énergie renouvelable sur Oulin-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et la Mulatière, qui va s'étendre à partir de 2025. En fait, ça a déjà commencé du côté d'Oulin-Pierre-Bénite, avec notamment de la récupération de chaleur sur la steppe, sur la station d'épuration de Pierre-Bénite, à la fois sur l'incinération des boues, et aussi sur l'eau qui est rejetée au Rhône, qui peut encore contenir quelques calories. Et en fait, on a 30% du mix énergétique qui est basé sur la récupération de cette chaleur-là. On a un autre projet à Oulin-Pierre-Bénite, plutôt de petite taille, c'est sur la ZAC de la Soleil. On va aller récupérer les calories, là aussi, des eaux usées, alors, sauf que là, c'est en amont de la station d'épuration, pour faire tourner une boucle d'eau tempérée, avec après une pompe à chaleur en bas de chaque kilo qui va produire et du chaud et aussi du froid pour avoir cet enjeu d'adaptation au changement climatique. Et puis on a un autre projet qui
met un petit peu plus de temps à arriver, puisqu'on a des études sur la géothermie profonde qui sont en cours, et aussi de la récupération de chaleur fatale sur un industriel dans le Val de Saône, qui pourrait alimenter 30 à 50% d'un nouveau réseau de chauffage urbain qui avoisinerait les 250 gigawattheures par an. Donc ça serait un pas de géant dans la décarbonation du territoire. Et là, je parle que des réseaux de chaleur urbains, mais on a aussi un gros partenariat avec l'ADEME sur la prime éco-chaleur qui vient du fonds chaleur de l'ADEME, où on a 13 millions d'euros de subventions dédiées pour des projets de bois énergie, de petits réseaux de chaleur urbains, de géothermie et de solaire thermique. Donc, j'ai envie de dire, on fait feu de tout bois, sans mauvais jeu de mots, sur la chaleur renouvelable. En tout cas, merci pour tous ces exemples hyper concrets. Marjolaine Meunier-Millefert, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Alliance HQE-GBC. Vous dialoguez dans le cadre de vos fonctions justement avec l'ensemble de la filière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la mobilisation réelle des professionnels et qu'est-ce qui manque finalement pour rendre tout cela durable ? Je dirais que les professionnels, ils sont maintenant vraiment convaincus. Enfin, je crois qu'il n'y a plus personne nulle part qui hésite sur, voilà, sur l'objectif. Ça, c'est... Enfin, je pense que c'est très, très intégré. Ce qu'ils demandent, c'est clairement de la stabilité, de la visibilité pour pouvoir structurer leurs activités dans ce sens-là. C'est sûr que c'est extrêmement difficile de pouvoir planifier son projet quand on a des stop and go qui soient politiques ou financiers ou les deux. On ne sait pas se projeter à savoir si demain, finalement, les calendriers qu'on avait fixés, est-ce que du coup, s'il y a un changement politique, on les remet en l'air? Finalement, en termes de financement, quid, est-ce que ça va voter ou est-ce que ça va pas voter les budgets? Enfin, ça, c'est sûr que c'est insupportable en fait, et puis c'est contre-productif pour que la filière puisse s'engager correctement. Il faut vraiment avoir en tête encore une fois, les volumes dont on parle. Il faut, pour passer d'une rénovation par geste à une rénovation globale, c'est pas changer de métier, mais c'est vraiment ajouter des nouvelles manières de travailler à son activité historique. Et donc, du coup, arriver à basculer vers ça, faire cet effort-là, ça a du sens. Mais encore une fois, encore faut-il qu'il y ait un marché en face qui soit là pour le faire. Sinon, on se pose la question de ce que ça vaut le coup de former mes collaborateurs, est-ce que ça vaut le coup de se mobiliser sur ce sujet. Et donc, du coup, là-dessus, la prise d'inquiétude ou la prise de risque, elle est réelle. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment beaucoup de soutien pour ces gens qui s'engagent, parce que dans la période actuelle, c'est pas évident. Et vraiment lancer un message aux politiques en général d'arriver à stabiliser sur le long terme, c'est clair. Et de pas jouer les contre-pieds comme on l'a en ce moment du potentiel retour en arrière. On sent qu'il y a une espèce de vague politique qui va dans ce sens-là. C'est vraiment contre-productif parce que, encore une fois, les échéances qui sont devant nous, on les aura quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de retour en arrière sur les objectifs 2050. Je veux dire, quand tu as RTE qui te dit « moi, je sais pas faire si vous n'arrivez pas à être au taquet sur la rénovation énergétique », c'est pas un sujet d'ordre d'avis politique ou politicien. C'est vraiment un enjeu. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est vraiment un jeu de cohésion nationale, en fait. C'est un projet national. Donc, il faut qu'on puisse arriver à avoir la visibilité en face de ce projet national. Je veux dire, encore une fois, c'est un projet national enthousiasmant, en plus. Je veux dire, qui crée de l'emploi. Qui est mobilisant. Et qui crée de l'emploi. Qui crée de l'emploi, qui est source d'innovation, qui est vraiment, enfin, moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de meilleur endroit que ces sujets-là en ce moment pour se lever le matin, avoir du sens. Ça rend les choses super difficiles quand en même temps on se pose la question de comment va être son activité à la fin du mois. Donc c'est à la fois les enjeux, ils sont passionnants et ils sont absolument essentiels. Donc vraiment, on a des gens qui, quand on parle des filières, mais des gens qui sont, mais vraiment, qui ont les tripes dedans, quoi, vraiment. Et de l'autre côté, ces incertitudes qui sont vraiment contre-productives et qui font qu'on ne peut pas se mobiliser comme on le souhaiterait. Est-ce que ça travaille suffisamment bien entre les différentes collectivités, entre l'État, entre la région, l'intercommunalité, le département, la commune? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure coordination aussi à trouver? Alors, il faut savoir que déjà, chaque échelon a quelque chose à en dire du sujet de la rénovation énergétique. À l'échelle nationale, le niveau national, il a des engagements au niveau européen sur les objectifs, par exemple, qui sont pris de coopération internationale sur le climat, donc des objectifs qui sont fixés, auxquels la France doit rendre des comptes. Elle prend des engagements. Elle a des engagements aussi vis-à-vis de sa stratégie énergétique nationale. Donc, au niveau national, il y a une responsabilité qui est claire. Et des outils, des agences, l'ANA a été citée, qui participent du coup de cette stratégie
stratégie-là. Mais après, on a les régions qui sont en chef de file sur le sujet de l'énergie et de l'aménagement du territoire. La région qui, en l'occurrence, s'était complètement désengagée du service public de l'efficacité énergétique de l'habitat il n'y a pas si longtemps. Et donc, du coup, l'ANA a été montée au créneau pour venir compléter les financements que la région avait retirés sur le sujet de l'information aux citoyens. Donc ça, typiquement, on se rend compte que là, le dialogue, il n'est pas toujours extrêmement fluide. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez la région, vous avez les départements qui, eux, sont en charge de la précarité énergétique. Vous avez les intercommunalités qui sont en charge des plans territoriaux air, énergie, climat. Donc là, on a une nouvelle échelle de binôme. D'ailleurs, la région, en général, elle est en binôme avec les intercos sur ce sujet de la planification énergie. Et on a les communes et le département qui sont plutôt en charge ensemble, en binôme, sur le sujet de la précarité énergétique. Donc chacun a quelque chose à dire sur le sujet de la rénovation. Donc à la fois, chacun aide. Heureusement que chacun est engagé, parce que finalement, comme je le dis, c'est un projet national. Donc finalement, qu'il y ait chacun des acteurs, chacun des échelons qui ait quelque chose à en dire, c'est intéressant parce que c'est une source d'engagement collectif. Et en même temps, les coordinations ne sont pas toujours extrêmement souples. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'avais beaucoup plaidé quand j'étais parlementaire pour qu'on ait une sorte de collège qui réunisse État, territoire et les différents échelons de collectivité pour qu'il y ait vraiment des dialogues de coordination, parce que souvent quand une politique nationale est mise en œuvre, le temps qu'on ait un ajustement des politiques territoriales en ricochet, ça prend un peu de temps et il y a souvent du flottement entre les échelons et ça participe de la désorganisation des filières. Donc un peu plus de fluidité et de coopération à la racine, ce serait extrêmement intéressant. Bon, pour ça, il faut des politiques de bonne volonté. Non, mais, il y en a. Philippe, vous avez vraiment super bien expliqué le rôle de chacun et il faut quand même dire les choses que dans cette région, on n'a quand même pas de chance où la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est totalement retirée de l'enjeu de rénovation énergétique, à part un petit peu sur les lycées. Mais la région est extrêmement absente depuis maintenant plusieurs années sur ce volet-là. Elle a laissé les territoires vraiment dans la panade et encore plus les territoires ruraux, ce qui est relativement étonnant de la part de l'exécutif régional. Donc on a ce sujet-là. Après, faut pas non plus se cacher. Hein, c'est la dynamique, elle est lancée par l'État et actuellement on a eu ces stop and go. On sent que voilà, il y a de la tension, il y a des discussions. Si on veut respecter l'accord de Paris, actuellement les montants qui sont dédiés à la rénovation énergétique de l'habitat, mais pas que de l'habitat, on n'a pas parlé de tertiaire, mais il y a quand même un sujet, les montants sont pas du tout au niveau et encore une fois je le dis, les dispositifs d'accompagnement humain des acteurs, qu'ils soient des copropriétés, des bailleurs sociaux ou des communes pour le tertiaire notamment, sont pas du tout à la maille pour permettre cette massification. Encore une fois, c'est souvent, on a besoin d'humains et d'intelligence, d'ingénierie technique et financière, au moins autant que d'argent, d'euros sonnant et trébuchant en mode subvention. Je le dis là, l'humain est extrêmement important pour s'engager, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt de tout le monde, et notamment dans l'intérêt géopolitique de la France. C'est moins on consomme d'énergie, moins on sera dépendant du gaz russe, des produits pétroliers américains ou de pays qui ne sont pas forcément des grands modèles de démocratie, et plus on pourra offrir à nos concitoyens un cadre de vie, un confort de vie dans leur logement, dans leurs services publics et aussi dans les entreprises. Donc vraiment, on a tout intérêt à y aller là-dessus. Ça devrait être une priorité nationale qui n'est malheureusement pas, c'est pas le cas actuellement malheureusement, mais voilà, ça va peut-être changer en mieux prochainement. Sur l'accompagnement, quand même, la mise en place des accompagnateurs Rénov', c'est quand même une dynamique qui va dans le bon sens sur cette dynamique d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est un peu la frustration qu'on peut avoir sur ces grands enjeux de transition, c'est que ça va jamais assez vite, ça va jamais assez loin, on n'a jamais assez d'argent. Ça, c'est un des points qui est difficile à amener. Et en même temps, on sait aussi que typiquement, si on ouvre massivement des budgets alors que la structuration n'est pas en face, on peut se retrouver avec des dérapages et des fraudes massives en face. Et donc, du coup, il faut constamment monitorer cette croissance raisonnable, à rythme soutenu, mais raisonnable quand même, pour que derrière, il y ait des vrais gens qui fassent des vrais travaux dans des vrais territoires. Et pas des trucs comme on a pu les voir par ailleurs, qui glissent des fois
en sortie de piste dramatique. Ouais, non, mais... Et qui après génère en plus des stop and go. Donc, Oui. Et on Ouais, y non, revient, clairement. on y revient. On arrive au terme de cette première table ronde. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Juste avant de vous quitter, je me tourne justement vers le public pour savoir s'il y a des questions pour interpeller les intervenants ici présents sur cette première table ronde. Ne faites pas les timides, je rappelle qu'il y a un petit concours avec d'autres villes et Lille est très en tête si vous voulez. c'est totalement inadmissible, hein, je peux vous le dire. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Paul Dufresne, je représente une société qui s'appelle Ressort. Je voulais vous questionner tous les deux, je pense, sur... Aujourd'hui, on l'a dit, il y a un problème, c'est qu'il faut massifier la rénovation, donc faire plus vite, mieux, avec autant de bras. Ce qui veut dire, c'est que le modèle aujourd'hui va devoir un petit peu changer. Et il y a des méthodes qui sont en train de se développer. Notamment, je pense à la méthode hors site pour la rénovation. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Également parce que ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a notamment en métropole de Lyon un bailleur qui a énormément fait sur de la rénovation hors site. Un bailleur dans l'est de la métropole, qui a rénové plus de 2000 logements en rénovation hors site. Et je trouve que ça peut être également intéressant de s'inspirer de ce qu'a fait ce bailleur et de voir comment on pourrait potentiellement dupliquer cette démarche sur les territoires, sur certaines typologies de logements, etc. Et donc avoir votre avis sur la question. Faire mieux, plus vite, avec le même nombre de bras, et on évoque le hors-site. Philippe, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit là? Alors, je suis pas forcément au courant de cette opération-là en particulier. Je sais pas si vous parlez d'Aliad Habitat ou d'un autre bailleur. S-Métropole Habitat. S-Métropole Habitat, voilà. ok. Sur Vaux-en-Velin et Saint-Priest. Ok, très bien, merci. On bosse beaucoup, forcément, avec S-Métropole Habitat, qui est un des bailleurs sociaux, un des opérateurs très en lien avec la métropole de Lyon. Et non seulement il y a des interconnexions avec l'exécutif métropolitain, les services, et avec l'Agence locale de l'énergie et du climat. S-Métropole Habitat est membre de l'Agence locale de l'énergie et du climat, et l'Agence locale de l'énergie et du climat est ce lieu de partage de compétences, d'expériences, de bonnes pratiques, avec des visites de sites de travaux, de rénovation, des visites de copropriétés qui ont été rénovées. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que des échanges doivent se faire. Et l'ALEC accompagne ensuite la métropole de Lyon pour ajuster les différents leviers, et le règlement Éco-Rénov notamment, ou d'autres sujets, anime aussi les filières professionnelles pour améliorer les choses, que ce soit sur la construction de base, parce que c'est quand même aussi un sujet, si on peut améliorer la construction de base, c'est encore mieux, et aussi la rénovation. Donc, j'ai pas connaissance de ce sujet en particulier et de cette problématique, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher de l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est une association loi 1901. Tout le monde peut devenir adhérent de l'ALEC pour partager des bonnes pratiques. C'est vraiment l'objet de l'ALEC. Marjolaine, sur la question du hors-site. Alors complètement, enfin on l'a redit, redit et redit, il va falloir qu'on passe de quelque chose comme 70 000 rénovations BBC à pratiquement 1 million de rénovations BBC. Donc les solutions ne s'opposeront pas, elles s'ajouteront les unes aux autres. Donc clairement le hors-site c'est une solution, la préfabrication c'est une solution. Il y a les systèmes comme EnergySprong qui avaient permis justement de massifier, de dupliquer des process qui ont été quand même pas mal diffusé et on a essayé autant que possible de diffuser la méthode parce que ça donnait des résultats concluants, notamment aux Pays-Bas où ça avait été lancé au démarrage. Il y a des expérimentations autour du hors-site clairement qui donnent des résultats et qui méritent d'être dépluqués. Dans le même temps, on sait aussi que la rénovation, c'est travailler sur un bâti qui a son propre caractère, sa propre identité et donc forcément la réplicabilité, elle est aussi dans ces cas-là pas toujours simple, mais dans nos territoires, par exemple, ruraux, moi je suis du Nord-Isère, donc hors métropole, mais pour donner un exemple, on sait que dans un même territoire rural, on va avoir en fait 6 ou 7 types de maisons en fonction des années, en fonction des constructions, on va avoir à peu près 6 ou 7 types de bâtis. Bah, finalement, d'avoir une méthodologie un petit peu structurante qui permet de s'approprier la réponse, un peu de prototype sur une réponse particulière, parce qu'on sait que cette période-là, ils ont beaucoup construit de cette façon-là et que du coup, on peut
mieux intuiter ce qu'on va devoir faire. Ben ça, par exemple, territoire par territoire, on peut avoir des réflexes de standardisation qui enlèvent rien à l'approche rénovation qui reste du coup quand même du sur-mesure à chaque fois un peu. Donc trouver les bons équilibres entre les systèmes pour trouver tous les moyens qu'on a de massifier, bah oui, évidemment. Merci à tous les deux. Vous avez parlé à l'instant d'Energy Sprong. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les anciens replays du Rénotour, puisqu'on en a parlé effectivement aussi sur les précédentes villes. Merci à tous les deux encore une fois d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public. Merci de nous avoir suivis. C'est une table ronde que vous pouvez retrouver très très vite en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, salut.